Donc toujours dans le cadre du cinquantenaire du satellite Astérix. À mes côtés, Francis Perreno, qui donc a intégré le satellite dont nous avons une maquette taille réelle ici à la Cité de l'Espace. Alors qu'est-ce que ça veut dire intégrer un satellite? Eh bien, c'est un message, c'est une opération qui consiste à faire l'assemblage de tous les éléments du satellite, en suivant une procédure extrêmement précise pour arriver à faire un ensemble complet que l'on peut ensuite essayer et faire fonctionner en espérant qu'il remplira toute la mission. Donc au départ, ce sont des installations mécaniques, ensuite des branchements électriques, ensuite on fait des mesures, on vérifie que ça marche comme l'a prévu le concepteur. Puis ensuite, une fois qu'il est assemblé, on va faire une série d'essais pour arriver à vérifier qu'il tient les vibrations, qu'il tient le bruit acoustique, qu'il tient un peu la chaleur, de façon à ce qu'il ne soit pas détruit en arrivant en orbite. Et tout ça, c'est fait avec des appareils un peu de torture, qui sont un pot de vibration, une chambre thermique, et puis des appareils de mesure, des scopes et des voltmètres, enfin des appareils simples. Voilà, donc c'est une opération qui à l'époque était assez simple, puisque le satellite était tout petit, il faisait 40 kg. Il comportait à peu près une dizaine de boîtiers électroniques qui étaient reliés par du câblage. Donc c'était assez facile, c'était à une taille humaine. Et on mettait en général plusieurs semaines pour faire l'assemblage, puis ensuite les essais duraient un peu plus longtemps. Il faut se rappeler qu'à l'époque, on était vraiment des pionniers. On ne connaissait pas tout ce genre de choses. Donc on découvrait avec les concepteurs qui avaient donc décidé comment ça serait. Et nous à la fin, on était en train de vérifier ce qu'ils avaient créé. Donc c'était un mouvement d'ensemble, créateurs, développeurs, réalisateurs, intégrateurs. Le terme intégration, c'est vraiment un mécano, un électronicien, un thermicien, un physicien. Un thermicien, c'est quelqu'un qui s'occupe de l'aspect thermique, hein, pour voilà, bien préciser. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi le satellite est bariolé avec ces rubans qui permettaient de faire en sorte que l'effet du soleil sur le satellite ne chauffe pas trop l'intérieur. Donc il y avait une espèce de réverbération des rayons solaires qui sont très, très violents en orbite, de façon à ce que l'intérieur du satellite ne soit pas trop chaud. Bon, en plus, on était vraiment inconnus, on ne savait pas comment ça allait se passer. Donc on avait quelques informations des Américains à l'époque qui nous donnaient des conseils. Et en fait, on avait à l'intérieur du satellite une mesure de température pour bien vérifier qu'on était conforme aux calculs qu'on avait fait pour tenir la température interne qui se trouvait aux alentours entre 20 degrés et 30 degrés. Bon, par contre, on n'a pas pu le vérifier puisque notre mesure ayant été tue par le fait qu'on a eu les antennes qui ont été arrachées au moment du déploiement de la coiffe. Donc on n'a pas eu le résultat. Voilà, donc c'était un petit peu dommage, mais enfin on a atteint l'orbite et on a réussi à faire le principal de l'objectif. Vous avez dit quelque chose de très important tout à l'heure, vous étiez des pionniers et donc les conditions qui régnaient sur orbite n'étaient pas connues de la France directement, donc vous avez fait appel à une coopération finalement. Voilà. Les Américains, voilà. Est-ce que l'Union soviétique donnait des infos ou pas du tout? Non, on avait plutôt des informations avec les Américains, d'ailleurs avec qui on avait une sorte de contrat d'entraide, d'aide. D'ailleurs, on avait envoyé un ou deux ingénieurs sur place pour voir ce qu'ils faisaient. Bon, eux aussi étaient un peu des pionniers, mais enfin, ils étaient quand même plus avancés que nous. Voilà, donc on a réussi quand même à faire quelque chose qui était pour la première fois. On partait de rien. Donc ça a demandé quand même plusieurs années avec notre client qui était la CEREB, qui nous donnait aussi des consignes. On travaillait tous ensemble, le client, nous-mêmes, on était tous sur le même objectif, réussir, ce qu'on a effectivement fait en novembre 65. Alors vous avez assisté au tir. Alors j'étais sur le tir, on a préparé le satellite pour le tir puisque les batteries à bord étaient des batteries qui étaient très rudimentaires, c'est-à-dire qu'on les amorçait juste avant le tir, c'est-à-dire qu'on les amorçait physiquement et à ce moment-là on ne pouvait plus les arrêter, donc il fallait tirer tout de suite, sinon il fallait remplacer la batterie. C'était un système qui était un petit peu archaïque, mais à l'époque on n'avait pas mieux. Voilà, donc c'était vraiment une épopée. Et quand vous dites amorcer, c'est combien de temps avant le tir, pour donner une idée ? La durée de vie de la batterie, c'était disons 10 ou 15 heures. Donc comme le satellite n'était prévu que faire plusieurs orbites et après c'était terminé, puisque la batterie était vide. Donc on savait déjà où on allait. Donc on a amorcé la batterie du satellite, ainsi d'ailleurs que les batteries de la case et équipement qui se trouvaient en dessous.
On les a amorcés quelques heures avant le décollage. Donc on tirait une manette qui déclenchait l'acide qui rentrait dans les cellules de la batterie. Voilà. Et quand vous avez vu la fusée s'élever dans le ciel, qu'est-ce qui s'est passé? Une forte émotion, j'imagine, ou plutôt la crainte, se dire que ça tienne le coup? Comment vous avez vécu ça? Alors d'abord, on avait eu un tir avorté, puisque à 9h, on était prêt à tirer, et puis on a arrêté, donc on est rentré à la base. Et puis tout de suite après, sur 15h, on nous a dit on est prêt à tirer. Donc, alors effectivement, c'était vraiment pour nous une apothéose, hein, un résultat de tout notre travail. Et quand on a appris qu'il avait réussi à atteindre son orbite plus ou moins précise, on était très, très contents et très fiers. Et aujourd'hui, 50 ans plus tard, vous découvrez la maquette taille-raide d'Astérix. Qu'est-ce que ça fait de revoir C'est assez émouvant. Ce qu'il y a, c'est que depuis, finalement, on fait des satellites qui font plusieurs tonnes. Donc, quand on voit un satellite de 40 kg qu'on portait à la main, presque tout seul ou à deux, effectivement, ça rappelle des souvenirs et on n'imagine pas le progrès qui a été fait depuis cette époque. C'est un effort considérable, une dimension absolument énorme par rapport à ce qu'on faisait à l'époque. Mais on était au début et c'était normal que l'on soit petit, à petite échelle. Mais l'enthousiasme était là et on a réussi donc à démarrer cette épopée. Est-ce que justement, il y a 50 ans, vous imaginiez que les satellites d'aujourd'hui feraient plusieurs tonnes, feraient ce qu'ils font, l'observation de la Terre, les télécommunications à haut débit? Vous en aviez une idée ou il y avait d'autres priorités? Je ne sais pas. Bon, personnellement, quand je me rappelle de cela, non. Je ne pouvais pas imaginer ce progrès et ce résultat de faire que le spatial devient maintenant une industrie extrêmement fondamentale, puisqu'on dépend un peu d'elle maintenant. Non, à mon avis, quand j'étais jeune, non. On travaillait jour et nuit, on n'avait pas du tout cette idée, mais on était des pionniers sans trop savoir où on allait. On essayait. On voulait copier les Russes, on voulait copier les Américains. Et puis, à l'époque, le général de Gaulle nous poussait pour y arriver, donc tout le monde était dans le même but. Oui, la volonté politique a été importante pour la réussite de ce projet? Absolument. On n'avait pas de problème de financement. Tout le monde sur le pont pour travailler, pour réussir. Le client était avec nous, technicien avec nous. Le client était technicien, donc on travaillait tous ensemble, la main dans la main, pour le même but, réussir, et surtout tenir l'objectif de novembre 65, qui était un peu dur à tenir, puisqu'il fallait que tout soit prêt. Pourquoi il fallait tenir l'objectif de novembre 1965 ? Ben là, c'était le général de Gaulle qui avait décidé que cette date-là devrait se faire là. Ce qui a d'ailleurs un peu n'a pas plu au CNES, qui à l'époque aurait voulu être, eux, le premier satellite. Donc c'est un satellite qui en fait était fait sous l'égide militaire, puisque la CEREB était une société militaire. Donc il y a eu un petit peu ce froissement avec le CNES qui a tiré très rapidement après leur satellite FR1, qui était, lui, déjà beaucoup plus évolué que le nôtre, parce qu'il était beaucoup plus scientifique, technique, tandis que le nôtre était un satellite expérimental de technologie. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a essayé d'obéir à l'objectif du général de Gaulle à la fin de 1965. Voilà. Donc l'objectif premier, c'était l'indépendance spatiale de la France, finalement. Voilà, savoir que on savait faire des fusées, qui étaient des fusées biliquides pour la plupart, plus le troisième étage qui était un étage solide, que l'on savait faire des fusées qui étaient beaucoup plus évoluées que les V2, les V1 et les V2, qui faisaient un peu l'équivalent, en plus petit, des premières fusées russes et américaines, les Vanguard et toutes les autres, mais qui montraient qu'on savait faire et qu'on pourrait évoluer vers des propulsions plus puissantes, puisque quand même la technique du biliquide était très délicate, déjà à l'époque. Hein. Alors maintenant, c'est oxygène liquide, c'est encore mieux, mais avant, c'était des acides, c'était des produits un peu dangereux. Il fallait quand même... Bon, on avait un peu l'expérience des V1 et des V2, surtout des V2, qui étaient déjà des missiles plus performants, et qui avaient... et d'ailleurs, on a eu le support de quelques ingénieurs allemands qui avaient été récupérés après la guerre. On n'a pas réussi à prendre von Braun, qui partit en Amérique, pour faire d'ailleurs les fusées de 1958. Mais effectivement, on a eu quelques ingénieurs allemands qui ont travaillé au LRBA, qui était la société qui faisait vraiment la création du moteur biliquide. Le rapport a été décisif ?
je ne peux pas le dire moi-même personnellement, mais certainement, certains ont amené une connaissance, absolument certainement. Oui, oui. D'accord. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci aussi. Et bravo pour avoir réussi cette aventure exceptionnelle il y a 50 ans. Voilà, merci aussi. Merci.